Ça marche. Donc, Ah voilà, maintenant ça marche. Je parlais de la chaire ECOR et d'une chaire UNESCO, Fleuves et Patrimoine. La structure de ma présentation, c'est nos liens avec les hydrosystèmes, quelles perturbations on fait par les activités humaines, pourquoi n'agissons pas de manière adéquate, comment co-construire des terres ou des hydrotoires et le grand défi, comment effectuer la transformation. Si vous flashez ce bouquin-là, c'est la réponse de 120 personnes autour du monde qui m'ont répondu pour mon 18e bouquin sur River Culture, la culture du fleuve, comment la convivialité avec le fleuve. Et malheureusement, ça c'était des flèches où il y a les petits carrés là. C'est ça ce que les gens, les experts autour du monde nous disent, il faut changer l'approche d'une ressource exploitable, c'est-à-dire d'une mentalité de l'extractivisme vers une approche à l'hydrosystème. C'est le bassin versant qui fournit, c'est-à-dire cette eau. Ce sont des têtes de bassin, surtout qu'il faut protéger. Avec le changement climatique, vous avez le mentionné, M. Susana, c'est très très difficile si je regarde les forêts moribondes, par exemple, dans les Vosges. Les plaines alluviales qui sont les berceaux des civilisations et d'une grande partie de notre biodiversité, c'est-à-dire c'est ce changement entre inondation et phases plus sèches ou des eaux plus basses qui sont un moteur à la créativité biologique mais aussi culturelle. Il ne faut pas oublier cela. Les inondations sont tout à fait un processus naturel. Mais ce qu'on voit actuellement, si on regarde à la télé aujourd'hui, ce sont des événements extrêmes, renforcés, turbinés par le changement climatique. Les zones humides et les aquifères sont ceux qui font le tamponnage naturel de ces eaux, qui évitent que les aléas transportent. Les problèmes, si le cycle de l'eau serait un organisme, on dirait qu'il a des problèmes circulatoires. Parce qu'on les interrompt par fragmentation, construction des barrages, irrigation, prise d'eau, ruissellement où on bloque le ruissellement, îlot de chaleur où on change complètement le comportement de évapotranspiration et bien sûr par la pollution. Moi, je m'intéresse surtout en tant qu'écologue d'écosystèmes sur ce qu'on appelle des stresseurs multiples, c'est-à-dire il y a à la fois plusieurs de ces problèmes qui arrivent en même temps et qui font des interactions synergétiques de façon négative sur la biodiversité et sur la société. Nous avons publié en Nature l'année dernière un censement des barrages ou des blocus à l'écoulement en Europe. On arrive au-delà d'1 million, dont 1/10 est obsolète. On pourrait l'enlever sans aucun souci. Par contre, nous avons 5% des poissons, des populations des poissons migrateurs sur l'hémisphère nord qui est encore en vie. 95% de pertes. Et ça, c'est seulement un exemple. Je pourrais parler 2 heures là-dessus. La méditerranisation, M. Susana, vous en avez parlé, de l'Europe, c'est-à-dire ça monte du Méditerranée vers chez nous les problèmes de sécheresse, des étiages. Nous avons d'un côté une grande population, une croissante population dans certaines régions du monde, mais de l'autre côté, c'est surtout là où nous sommes actuellement, il y a une surconsommation per capita, ce qui provoque les problèmes ou des conflits sociaux comme ceux autour des bassines. Pourquoi nous n'agissons pas de la manière adéquate, alors que nous connaissons bien tous ces problèmes. Tous les enfants connaissent les problèmes dont je viens de parler. Donc, il faut regarder un point de vue biologique sur l'animal Homo sapiens, sur notre espèce biologique. L'évolution, c'est
d'abord, trial and error, il y a un nouveau modèle génétiquement par mutation et ensuite l'environnement dit oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Et c'est l'environnement actuel. Par conséquent, notre décision, c'est toujours autour de notre situation actuelle. Ça me gêne pas ou ça me tue, donc j'essaie de l'éviter. Mais ce qu'on fait actuellement, on se déplace dans le temps et dans l'espace, des conséquences de nos actions avec le changement climatique, mais aussi avec la grande crise de la biodiversité, dont on ne presque parle pas, on a des conséquences de nos actions qui vont tomber d'ici 5 ans, 10 ans, ou qui tombent ailleurs. Prenons par exemple cet exemple-là en bas, Hidrovia, c'est un canal qu'on fait actuellement en Amérique du Sud, 700 km de Rio Paraguay qui vont être creusés pour transporter le soja pour nous un peu moins cher. Et on ne veut pas investir dans une voie ferroviaire. Les conséquences, on sèche le plus grand marécage du monde avec des quantités de carbone encore inouïes qui vont être mis dans l'atmosphère, mais aussi avec la mort des personnes qui vivent là. Et déjà aujourd'hui, les producteurs mettent tout à feu parce qu'ils ont peur de Green Deal. On va imposer des règles aux pays tiers et là, ils déboisent à tout vaut tout pour ne pas être contraintes dans leur exploitation au futur. Quoi faire? Le concept de santé planétaire, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes, doit devenir l'objectif de toutes les politiques et plans industriels. Ça, c'est l'ultime KPI. Il n'y a pas d'alternative parce que ce n'est pas la question si on veut survivre ou pas, c'est la question comment, dans quel état voulons vivre au futur. Donc, il faut analyser toute forme d'usage d'eau, indépendant dans l'agriculture, dans l'industrie. Vous avez déjà reçu de très bonnes notes aujourd'hui, mais il faut continuer à regarder est-ce qu'on peut encore réduire la consommation en eau ou faut-il, dans le cas de certaines agricultures, avec le changement climatique, il va falloir d'abandonner cela. C'est comme le concept de déchets dans l'industrie circulaire, qu'on veut abandonner le concept de déchets, ce qu'il faut faire pareil pour le gaspillage de l'eau. Et à mon avis, il faut recréer les bassins de responsabilité, c'est-à-dire le territoire où on prend les décisions inclut le bassin hydrographique. Ainsi, on réunit tout le monde qui boit l'eau du même fleuve ou du même lac, etc. Il y a des conflits armés déjà aujourd'hui autour de cela, amont, aval, mais aussi entre un bassin et l'autre. Et il faut à tout vaut tout éviter ces conflits au futur et il faut éviter l'écart nord-sud. Ce n'est pas possible que nous importons les fruits rouges des pays qui les produisent pour gagner de l'argent, mais la population locale a soif. Moment. Hop. Comment effectuer cette transformation? À mon avis, en tant que cher UNESCO, l'épée le plus aiguë, c'est la plume. Formation, innovation, communication, sans paniquer, mais sans mensonge non plus. Il faut semer l'eau, c'est-à-dire faciliter l'infiltration dans les aquifères. Il faut inverser le principe de drainage. On a toujours renvoyé l'eau aussi vite que possible avec surtout le scellement des surfaces, mais you have to gain and not to drain. Ça, c'est mon dicton. Il faut renforcer l'effet éponge et le tampon naturel des zones humides à la place de toujours construire encore et encore des barrages. Une certaine sobriété importante, un usage sage, j'en ai déjà parlé, et attention au transfert de l'eau entre bassins. En Inde, on a 57 projets actuellement de faire des transferts entre les bassins. Ça, c'est un grand danger parce qu'on coupe, encore une fois, la conséquence du problème géographiquement et aussi temporellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est mes activités en collaboration à vous, et si vous voulez le soutenir,
Hélène Monod de la Fondation de l'Université de Strasbourg et ici répondre à vous comment on pourrait le faire. Nous avons déjà créé un master qui va ouvrir ses portes en septembre 26 pour les troubleshooters, pour les personnes qui ont des nouveaux experts qui ont accès à des très très différentes sciences, mais qui sont également des très bons collaborateurs en team, en équipe et des communicateurs, parce qu'il faut surtout dépasser les barrages dans le langage. On ne parle pas le même langage, donc les décideurs et la fameuse tour d'ivoire sont souvent séparés. Il faut travailler sur un partage de l'eau de façon plus juste et la France investit actuellement 56 millions d'euros pour la recherche, One Water, eau bien commun. Il y a un nouveau institut interdisciplinaire et nous sommes bien sûr là-dedans, j'ai contribué à la conception de ce programme. Interdisciplinary Institute, un IT, un institut thématique interdisciplinaire sur la thématique eau et ville pour la durabilité. La famille de ECOR, c'est-à-dire nous avons 120 000 étudiants, nous avons autour de 120 chercheurs dans le rang supérieur, mais en tant que UNESCO Chair, nous avons 80 chairs directement dédiés et 40 instituts directement dédiés à la question de l'eau. On est en train de monter un Marie Curie Doctoral Network, c'est-à-dire 15 recherches très très dédiées à résoudre les problèmes dont j'ai parlé. Nous avons déjà maintenant 2 postdocs et 6 doctorants et nous avons des projets comme des Urbact, c'est un projet One Health avec la ville de Strasbourg, ensemble avec diverses autres villes françaises et européennes et une coopération déjà avec l'EDF dans leur programme ADAPT pour l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie pour votre attention.